Bonsoir à tous mes amis et bienvenue dans ce nouveau podcast du Club Paname, édition 46. Je suis avec mes fidèles analystes qui vont élever le débat ce soir. Basto, comment ça va? Ça va, on est prêt, on est chaud. Draias, comment ça va? Ça va tranquille, et toi, Tumi? Ah bah ça va, et toi Olivier? Content de te retrouver, JB, je me sens moins seul. Ah, et bien sûr, nous allons parler du match d'hier soir, tout le monde sans doute. Naples-PSG. Les deux clubs se sont neutralisés sur un 1 partout. On commence tout de suite. But de Bernat à la fin de la première mi-temps et un penalty transformé par Insigne en seconde. Buffon l'avait presque du bout des doigts. Une prestation qui a reçu un accueil mitigé sur les réseaux sociaux. Il y en a qui ont aimé, il y en a qui n'ont pas aimé. C'est très intéressant. Certains ont loué le caractère de l'équipe et se sont plaints d'erreurs d'arbitrage. D'autres ont vu les lacunes techniques qui restent présentes dans ce PSG. Je vais demander aux plus grands analystes de ce club, qui le scrutent toutes les semaines avec un œil de faucon. Messieurs, qu'avez-vous apprécié du match d'hier? Basto. Bah déjà, on est encore en liste et on est encore maître de notre destin pour se qualifier. C'est déjà la chose principale. D'ailleurs, c'est assez rare, mais les 4 équipes après 4 journées sont encore maîtres de leur destin pour se qualifier. Et un petit hommage à Belgrade, que certains journalistes français avec beaucoup de condescendance avaient décrite comme une équipe niveau ventre mou de Ligue 2. Bon, bah si une équipe ventre mou de Ligue 2 peut faire nul contre Naples à domicile et battre Liverpool 2-0, faudra revenir me voir. Sinon sur le match, j'ai bien aimé déjà la compo de base de Tourelle. Moi j'étais pour garder la structure et la continuité de ce qu'on avait vu contre Lille, donc j'étais plutôt satisfait et les choix qui faisaient le plus débat à l'arrivée se sont plutôt relevés positifs. J'ai bien aimé la cohérence de l'équipe, la cohésion d'ensemble, essentiellement en première mi-temps, essentiellement défensivement, mais au moins on a une structure qui a été à peu près respectée, on a été rarement aussi peu en danger sur 45 minutes. La deuxième mi-temps c'est autre chose. Et j'ai bien aimé aussi le fait de ne pas avoir sombré après l'égalisation de Naples. C'est assez rare pour être souligné. Généralement, on se fait rejoindre et on prend un vent de marée. Et là, on a su ressortir un peu la tête de l'eau. Merci à toi Basto. Draias, qu'est-ce que toi tu as aimé? Comme Basto, sur la première mi-temps, je pense qu'il a dit l'essentiel. J'avais noté un peu différemment, j'avais marqué la prestation défensive du collectif. J'ai envie de mettre en avant le milieu, un milieu qui en première mi-temps pour moi a offert à la fois un équilibre et une vraie capacité de relance. Au début on les voyait, on avait l'impression qu'ils n'étaient pas capables d'aller vers l'avant, mais à l'arrivée si on s'amuse à compter le nombre d'occasions et le nombre de fois où on est dans la surface napolitaine en première mi-temps, c'est que le milieu mine de rien n'a pas été si inconsistant que ça. Et même ici, pour moi on ne peut pas passer sous silence la monstrueuse performance de Buffon, qui en deuxième mi-temps, si ça n'avait pas été Buffon, le score aurait été très différent. Extraordinaire Buffon. Olivier, extraordinaire Buffon. On va en reparler plus tard dans les flops. Non, non, trêve de plaisanterie. Moi, j'ai aimé comme Basto le résultat. Hein, on n'était pas très fiers avant ce match parce que le PSG pouvait tout à fait passer à la trappe si jamais il perdait. Heureusement, on a eu que des bonnes nouvelles toute la soirée puisque Liverpool s'est fait taper à Belgrade. Et puis là, on sort avec un match nul. Comme dit Basto, on a encore toutes nos chances, mais rien n'est sûr. On peut aussi bien terminer premier de cette poule que se retrouver quatrième et n'avoir aucune possibilité européenne cette année, ce qui n'est pas totalement à éliminer. Moi j'ai bien aimé aussi la confirmation que l'organisation en 3-4-3 qui semble s'imposer depuis quelques matchs est la mieux adaptée aux forces, mais aussi et peut-être surtout au manque de l'effectif. On en reparlera également. Et puis j'ai bien aimé la première mi-temps. On garde un peu ça en mémoire parce que la deuxième mi-temps a été tout autre. Et on a vu en première mi-temps la façon d'animer cette disposition que souhaite Tourelle avec un bloc haut et des lignes resserrées, un pressing efficace à la perte du ballon, une participation de tous aux tâches défensives et des transitions rapides. Je crois que c'est ça, c'est ce qu'il souhaite et ça a été bien réalisé au moins en première mi-temps. Et puis j'ai aimé l'immense prestation de Neymar pendant cette première période, peut-être le match le plus accompli qu'il a réalisé sous les couleurs du PSG. Il a très bien su se placer, décrocher assez bas pour perturber la défense napolitaine qui avait monté un système qu'il a totalement déjoué.
Et à partir de cette position, il a rayonné en étalant toutes les facettes de son talent offensif. Moi, j'ai été ébloui par cette prestation. Et si je devais retenir quelque chose de positif de ce match, c'est cette première mi-temps. Malheureusement, on verra tout à l'heure, la deuxième n'a pas été du même acabit. Merci à vous, messieurs. On va passer au côté noir, au côté obscur. Attends, Jimmy, je voulais réagir vite fait. Ça t'avait manqué, ça, Jimmy. Ouais, j'avais oublié. Pas nous, ça nous manque pas, nous. Vas-y. Vas-y. Je trollais, tu peux continuer, Jimmy. Mais c'est vrai. Bravo. Bien joué. Bon retour parmi nous. Je sais même pas quoi dire, j'ai pas les mots, j'ai une larme aux yeux, putain. Merci à toi, Draias, pour ça. Du coup, mes amis, le côté obscur allez-y, je sais pas quoi dire. Draias, vas-y. Donc, je vais nommer l'arbitrage, mais je le mets en premier tout simplement pour plus avoir à en parler après. C'est vrai que l'arbitrage est discutable, au moins sur un penalty et peut-être 2 jaunes qui sont oubliés. Mais l'arbitrage ne justifie pas tout ce qu'on a vu du match et les manquements qu'on a affichés. Je n'ai pas aimé, alors comme Basto, j'ai apprécié. Maintenant on est capable effectivement de faire des matchs sur presque 90 minutes, ce qui est chose qui nous semblait inaccessible pendant longtemps. Mais j'ai pas du tout aimé notre incapacité à réagir, le fait de subir un pressing adverse et de prendre le bouillon. Ça arrive à toutes les équipes et même les meilleures, mais ça dure 5-7 minutes. Quand ça dure un quart d'heure, c'est qu'il y a quand même un problème, et ça montre une chose, ça montre qu'on a trop reculé. Encore une fois, on a eu trop peur, on s'est retrouvé acculé dans les cordes, et comme on était dans les cordes, on était incapable de ressortir proprement. J'ai pas aimé aussi notre ligne arrière, qui est très bonne défensivement, enfin notamment en première période, mais qui est bien trop passive, même si je laisserai Basto mettre ça en avant peut-être mieux que moi, avec notamment l'entrée de Kimpembe. J'ai pas aimé aussi nos ailes, je les ai trouvées bien faibles. Meunier qui était dans une petite forme. Et enfin, on ne peut pas passer sous silence, là encore une fois, comme dans ce que j'ai aimé, on ne peut pas passer sous silence l'incroyable performance de Buffon, on ne peut pas passer sous silence l'incroyable bourde de Thiago Silva. Pour rappeler que ça arrive même au meilleur, je suis sûr que Ramos a fait certaines cagades de ce genre-là, mais Ramos, quand c'est le cas en fin de match, il est le premier à haranguer ses hommes pour qu'ils montent sur les corners et pour aller marquer du même le but. J'attends maintenant Thiago Silva au tournant contre Liverpool pour voir si, non pas s'il se contente de faire du bon Thiago Silva, mais s'il va aller rattraper sa bourde, parce qu'elle est monstrueuse. Et elle est, enfin, je veux dire, ce qui est d'autant plus gênant, enfin, encore une fois, faire une bourde, ça arrive même au meilleur. Mais voilà, c'est l'œuvre du capitaine. C'est-à-dire que le navire tangue, et le navire tangue, il est maintenu à flot par Buffon et il est coulé par Silva. Merci à toi, Draias. Olivier. Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est le début de cette deuxième mi-temps où la structure a totalement éclaté dès lors que Naples a accéléré et a fait monter son niveau de pression. Une fois de plus, le PSG a failli en Ligue des Champions lorsque l'intensité et l'agressivité adverse le poussent dans ses retranchements, ce à quoi le manque d'adversité en Ligue 1 ne nous prépare pas. Ainsi, ce qui marche face à Lille, où l'absence de pressing adverse permet au milieu de jouer dans un fauteuil, ne marche plus face aux gros Européens dès qu'ils élèvent la voix. Et sont réapparus les défauts bien connus, distension des lignes, efforts défensifs en baisse ou mal coordonnés, fébrilité, perte de maîtrise individuelle et collective. Moi, je n'incrimine pas dans cela essentiellement la ligne défensive, qui a ses défauts qu'on connaît, mais j'incrimine la ligne médiane où c'est l'attelage que constituent Verratti et Draxler est trop léger dès que le niveau d'intensité monte pour pouvoir maintenir sa cohésion et son influence sur l'équipe. À ce moment-là, le bloc se disloque, il y a un recul de la ligne défensive qui subit tout le poids du match. Il ne faut pas s'étonner que par moment, elles finissent par craquer. Et si Silva fait une faute, que je ne qualifierai pas avec les termes outranciers de Draias, il fait une faute aussi parce que il subit et que même un grand joueur comme lui peut en faire. Vous en connaissez, vous, des joueurs qui ne font jamais aucune faute? Je crois qu'il faut... je connais pas.
Par contre, je connais pas de grand joueur qui est censé être grand top mondial qui à chaque gros match n'assume pas, mais ça c'est autre chose. Chiellini, je pense, n'a jamais fait de faute comme ça dans les grands matchs de Ligue des Champions. C'est ça. Oui, et Ramos, quand il en fait, il marque le but de la victoire derrière. Bon, est-ce que je peux finir mon intervention ou il va falloir... tu m'avais posé une question, Olivier. Non, j'ai pas posé de question. Dès que je n'ai plus la parole, tu pourras dire ce que tu as à dire. Et puis, ce que je n'ai pas aimé non plus dans cette désorganisation, c'est qu'elle a aussi entraîné un recours aux solutions offensives personnelles dans lequel Neymar est retombé. On peut incriminer qui vous voulez, mais la deuxième mi-temps de Neymar est aussi un des facteurs clés qui a entraîné la mauvaise prestation qu'on a connue. Alors plus généralement, et ça c'est sur tout le match, j'ai déploré, comme l'a dit Draillac, la sous-utilisation des côtés, particulièrement à droite, ce qui explique pour moi en partie la mauvaise prestation de Meunier, qui a été abandonné par ses partenaires. On axe essentiellement notre jeu dans l'axe, justement, et on néglige trop les côtés actuellement, et ça diminue la variété de notre jeu, et ça facilite l'efficacité défensive de Naples, qui a pu se concentrer sur la partie médiane du terrain, pour couper plus facilement les relations entre les milieux et Neymar, puisque c'est essentiellement l'animation Verratti-Neymar qui constitue notre animation offensive préférentielle. Et puis j'ai aimé bien sûr le manque de leaders, capables de garder leur lucidité, de mettre le pied sur le ballon quand ça ne va pas. Depuis le départ de Thiago Motta, c'est malheureusement ce que l'on constate. Et le Paris Saint-Germain a encore subi ce manque cruellement dans ce deuxième mi-temps, même si, effectivement, comme l'avait dit Basto, il n'a pas sombré totalement comme on l'a vu faire dans d'autres prestations. Merci à toi, Olivier. Basto. Moi, j'ai vu les mêmes conséquences, mais je vois pas du tout les mêmes causes. J'ai vu le match 3 fois. Une fois ce matin au réveil tôt, j'ai revu le match une fois ce soir pour essayer de bien comprendre. Parce que, oui, quand tu vois le match un peu bourré, t'es pas sûr de tout comprendre. Les chemins recherchés par nos circuits de passe, je les trouve toujours aussi pauvres. Verratti, c'est simple, maintenant il propose même plus de solution. Il vient tout de suite chercher la balle dans les pieds des DC, puisqu'il a compris qu'il y avait des soucis. Par contre, Draxler, sur les 15 premières minutes, il propose 5 ou 6 fois des solutions derrière la ligne de pression adverse. Et les DC... De la deuxième ou de la première? La première. Au tout début, Draxler est haut, propose des solutions, sauf que la balle n'arrive pas. Du coup, on le voit un peu moins, Draxler. Mais il a des solutions dans la ligne de passe et les DC reviennent derrière. Du coup, Draxler finit par redescendre au niveau des DC. Et par effet de vase communicant, on a Neymar qui d'un coup se met à faire le taf des milieux et qui est un peu livré en pâture. Sachant qu'en plus on n'a pas des mecs pour allonger, on n'a pas un mec en pivot à la Morata, à la Giroud si vous voulez, pour faire plaisir à Olivier. On est un peu bloqué du coup par nos profils là et c'est un point qui est difficile à résoudre. Et ce problème il crée non seulement un souci de quadrillage quand on a le ballon, mais ça permet aussi à l'adversaire de jouer plus haut, car il n'y a pas de vis-à-vis dans leur zone naturelle, donc ils peuvent monter leur bloc. Et pour moi, ces 20 minutes où on prend l'eau en seconde mi-temps, comme l'ont fait remarquer Draillac et Olivier, c'est plus dû à un changement d'attitude des Napolitains que des Parisiens. En fait, en première mi-temps, on remarque que Naples a un bloc mi-haut sans vraiment nous presser. Ça permet à nos joueurs d'avoir du temps pour remonter la balle, même si ça restait complexe. On a eu parfois des séquences où on faisait 10 passes en 1 minute pour gagner 20 mètres. C'était un peu compliqué. Mais en seconde, Naples décide de monter son bloc d'un cran, ce qui nous donne d'un coup moins de temps pour relancer. Et là, c'est là où on est en difficulté et que d'un coup, on perd tous les seconds ballons, toutes les balles, et que Neymar se retrouve totalement jeté en pâture dans l'entonnoir napolitain. Et il peut pas tout faire à 1 contre 6 non plus. Et une fois que Naples égalise, ils reprennent leur posture plus attentiste. Et c'est pour ça que pour moi, de nouveau, on est plus à l'aise et qu'on sort un peu la tête de l'eau sans pour autant avoir des schémas de construction offensif pour faire avancer le ballon très construit. Mais du coup, vous avez parlé de Meunier qui a touché moins de ballons. Est-ce que c'est pas parce que le milieu qui était le plus proche de lui était Di Maria et que Di Maria, on l'a absolument pas vu de toute la rencontre? J'en parlerai plus tout à l'heure. Et moi, j'avais une question à poser à Basto, du coup. Et sinon, je voulais réagir. Là, cette fois, je suis pas en train de troller. Mais du coup, pour toi, en fait, notre milieu n'a pas du coup changé d'attitude. Du coup, c'est clairement, d'après ce que tu dis, on a l'impression que c'est une défaillance du milieu plus qu'une défense des centraux. Ah, pas du tout. Je dis que sans ballon, pour moi, le milieu a été très bon en première mi-temps, notamment dans le contre-pressing, je l'ai expliqué. Et sans ballon, ils ont été obligés de faire le travail des DC, puisque les DC ne le faisaient pas. Et ensuite, Neymar est obligé de faire le travail des milieux, puisque les milieux faisaient le travail des DC à la première relance. Mais donc, quand on s'est retrouvé en deuxième mi-temps et que Naples a commencé à monter d'un cran, les milieux ont complètement explosé, d'après ce que tu dis.
C'est pas que le mieux, ça vient aussi des défenses. Première relance au pressing où on n'arrive pas à s'en sortir. Les défenseurs, dès qu'ils sont pressés, ils sont en panique. Non, mais la grande différence. Toute une structure qui, pour moi, part de la ligne arrière. Ligne arrière, c'est milieu et DC, mais DC essentiellement pour moi. La grande différence entre la première et la deuxième mi-temps, c'est qu'en première mi-temps, tu as une structure qui est compacte, où les lignes sont resserrées, et d'ailleurs la ligne arrière a joué très haut dans cette première mi-temps, et là c'est beaucoup plus facile d'installer ce pressing à la perte qui est la marque de ce que veut faire Tourelle. À partir du moment où il commence à y avoir une grosse pression sur nos milieux de terrain, la structure commence à exploser, les lignes s'écartent, la défense recule et subit le poids du match, et tu vois toute la différence entre la première et la deuxième. Et effectivement, c'est l'action de Naples qui a été capable de disloquer la structure qui, lorsqu'elle n'était pas très agressée, comme elle l'a été à Lille par exemple, et comme elle l'a été en première mi-temps où les Napolitains étaient très attentifs, joue dans le confort et est capable de se maintenir. Là, pour le moment, dans cette phase de construction de ce système, ce n'est pas le cas. Ouais, mais tu peux quand même mettre en avant, Olivier, je trouve, la difficulté qu'ont les centraux de relancer, ce que Basto était en train de mettre en avant. Oui, mais ça n'a pas existé en première mi-temps. Ça n'a pas existé en première mi-temps. Je finis juste. Si. Les pas premières minutes sont les plus nettes là-dessus. Donc, si ça existait en première mi-temps, ce n'est pas le problème, puisqu'ils n'ont rien fait de moins en deuxième mi-temps, et que c'est en deuxième mi-temps que ça a craqué. Ils sont défaillants dans la relance, aussi bien en première qu'en deuxième. Vas-y, Darius. Oui, mais je partage pas cette lecture, Olivier, parce que même en première mi-temps, il y avait des choses à redire. Effectivement, il y a un constat, c'est qu'on a quand même pas mal d'occasions, mais on a quand même l'impression d'avoir pas mal à tricoter et on a toujours une incapacité à être capable de trouver un temps d'avance, trouver un premier décalage. Et ça s'explique pourquoi, parce que nos milieux sont obligés de rester relativement bas. Quand on parle de Draxler, on parle de Verratti. On les a vus relativement bas. Ils montaient parfois, mais on aimerait les voir bien plus souvent, plus haut. Et ça serait possible si tout à coup tu avais un des centrales qui montait un petit peu plus, qui déséquilibrait en fait tout le pressing et tout ce que peut mettre en place Naples en libérant un homme qui peut aller se projeter à l'avant. Et ça, c'est jamais possible parce que les centraux restent systématiquement en place. Maintenant, moi, je voulais juste réagir, et après, je repasse la parole. Je voulais juste réagir, tu disais Neymar qui a été moins bon en deuxième mi-temps. Pour moi, il y est pour rien, Neymar, en deuxième mi-temps. Il y est littéralement pour rien, il n'y a rien qui peut faire mieux. C'est juste les circonstances où il n'a plus personne à qui passer la balle, et il se retrouve à chaque fois pris dans un entonnoir où il y a 5 joueurs autour de lui parce qu'il est complètement isolé, quoi. Et je trouve que pareil, c'est un petit peu dur sur l'équilibre, parce que justement je trouve que l'équilibre qu'on a eu en première mi-temps, on était bien incapable de l'avoir par exemple sur les matchs récents qu'on avait le milieu qui était Marco Rabiot, et qui a un vrai progrès dans cet équilibre depuis l'arrivée de Draxler dans ce milieu. Donc c'est quelque chose qui ne doit pas être rejeté de facto, pas forcément se dire que ça ne vient que de ça, peut-être réfléchir. Draxler, il n'y a qu'un seul... Si on regarde, il n'y a qu'une seule statistique sur laquelle il n'est pas bien, c'est sur les duels gagnés. Il n'a que 40% de duels gagnés, c'est vrai que ça fait léger, mais par contre pour tout ce qui est récupération de la balle, tout ce qui est projection, tout ce qui est passe en avant, tout ce qui est etc., il est le joueur qui a les meilleures statistiques du match. Et enfin, ouais, tu mettais en avant la relation Verratti-Neymar. J'ai au moins autant vu la relation Draxler-Neymar que la relation Verratti-Neymar sur ce match. Pour compléter juste un truc que disait Darius sur les décès, et puisqu'Olivier t'as pas compris ce que je disais, c'est que pour moi les défauts des relances des DC sont les mêmes en première et en seconde, sauf que quand l'équipe adverse presse plus, et ben on a moins de temps encore pour jouer, et du coup ils sont plus visibles et la déstructure est encore plus nette. Mais avec ballon, c'est les mêmes défauts en première et seconde, hein. On n'arrive pas à poser le jeu parce que les DC de base ne prennent aucune initiative. Mais ils n'en prennent pas plus en première qu'en deuxième. Les DC ne participent... Attends. Oui, et c'est le même problème pour moi. Les DC ne participent que peu à la relance, on est bien d'accord là-dessus, oui. Mais ce défaut, si c'est un défaut, parce que c'est peut-être aussi des consignes de leur entraîneur, ce défaut est nettement moins handicapant lorsque le phénomène essentiel de l'équilibre de l'équipe existe, c'est-à-dire les lignes resserrées. La grande différence entre les prestations du PSG toute cette saison, les bonnes et les mauvaises, c'est lorsque le bloc est compact ou lorsqu'il ne l'est pas. Or, il suffit... c'est très difficile actuellement avec les hommes qui sont installés de maintenir cette cohésion dès que la pression augmente, et c'est ce qui se passe. Et là, si le bloc est serré et qu'il est haut placé,
On n'a pas besoin d'ergoter sur le fait que la ligne est plus ou moins haute ou plus ou moins basse, puisque les positions respectives des lignes sont respectées. C'est dès que les positions respectives des lignes ne sont pas respectées que les problèmes surviennent. Et c'est ce qu'on a vu à l'évidence hier entre la première et la deuxième mi-temps. C'est pas exactement ce que je disais, encore une fois. Pour moi, en première et en seconde, avec ballon, les défauts sont les mêmes. Sans ballon, la structure est meilleure en première mi-temps, mais pourquoi? Parce que Naples presse moins et que du coup, les défenseurs ont plus de temps pour relancer et les milieux aussi. En seconde mi-temps, quand tu as moins de temps de relance, tu perds plus vite les seconds ballons et du coup, tes écarts entre les lignes sont plus prononcés. Mais c'est juste une question d'adversaire qui presse plus. Bah oui. Nous, on change pas entre la première et la seconde. Et la question, c'est qu'est-ce qui provoque la chute du bloc en fait? Pour toi, clairement, là, ce qui provoque la chute du bloc, bah oui, on est tous d'accord, c'est le fait que Naples monte, mais pourquoi est-ce que, alors que Naples monte, le bloc a nécessairement besoin de s'écrouler? Et pour toi, tu es en train de dire, bah, c'est parce que le milieu est incapable de les contenir. Pas le milieu, l'ensemble du travail collectif, le collectif. On voit bien que ce pressing à la récupération, il ne dépend pas uniquement du milieu, il dépend du milieu, des attaquants, des joueurs de côté, et à partir du moment où le pressing adverse est très fort, cette structure, pour le moment, n'est pas capable de maintenir cette cohésion. Oui. Moi, c'est ce que je constate. Hein. Mais moi, ce que je constate aussi, c'est que ce genre de difficulté, tous les clubs en ont, toutes les équipes en ont, et ça dure 5 à 7 minutes, ça dure jamais un quart d'heure. Et la raison, entre autres, pour laquelle ça dure un quart d'heure, c'est parce qu'on a des mecs qui sont incapables de relancer sous pression. Bah, ça dure et à tous les niveaux du terrain, pas simplement en défense. Mais oui, mais le truc c'est qu'à partir du moment où tes défenseurs sont incapables de faire la première pression, t'as tes milieux qui peuvent pas la récupérer, etc. Enfin, tu peux pas t'en sortir. Bon, après c'est vrai qu'on commence à se répéter. Jimmy, je peux dire un petit mot contre nos dirigeants? Bah, vas-y. Oui, l'arbitre a eu des erreurs, notamment le penalty sur Bernat, mais j'ai envie de dire à nos dirigeants, notamment Nasser, concentrez-vous sur votre travail, surtout quand vous ne connaissez pas le règlement, notamment sur la critique du penalty où le joueur serait hors jeu. Depuis le 2013, la loi 11 du hors-jeu a été modifiée et stipule que même si le défenseur manque son intervention en voulant couper la passe après avoir senti l'attaquant hors-jeu prêt à plonger dans son dos, si celui-ci n'est pas directement au duel avec lui, ce qui était le cas hier, il n'y aura plus hors-jeu. Donc voilà, la règle est claire, nette, précise. Et pour l'anecdote, c'est pour ça que depuis 5 ans d'ailleurs, l'arbitre ne siffle plus les hors-jeu au moment de la passe, mais quand le receveur reçoit le ballon. C'est parce qu'il y a cette petite modification qu'il y a depuis 5 ans. Donc concentrez-vous sur les lacunes de notre équipe, et il y en a, plutôt que de critiquer l'arbitrage. Merci à toi Basto pour cette précision de qualité. On va passer au top du match, les joueurs que vous avez aimés. Mes amis, vos 3 tops du Napoli PSG, Olivier. Moi, j'aurais que 2 tops ce soir. Les 2 joueurs qui, pour moi, ont été les plus constants sur l'ensemble de la rencontre et ont montré des prestations pas différentes dans la période faste qui était la première et dans la période difficile qui était la seconde. Et après avoir exprimé mes doutes à leur sujet avant le match, je voudrais mettre en exergue Buffon, qui a sorti les arrêts qu'il fallait pendant les 15 minutes où Paris a le plus subi dans ce début de deuxième mi-temps. Il a été intraitable sur sa ligne, que ce soit au sol ou dans les airs. Il m'a détrompé à ce niveau sur le maintien de ses qualités naturelles. Bravo à lui. Je voudrais également saluer la performance de Bernat, qui, s'il n'a pas été très utile défensivement, a au moins surnagé dans ce domaine, mais a surtout réalisé une prestation offensive de grande qualité, qui a été constante sur la durée du match, avec une intensité en proposant en permanence sa participation et ses initiatives, qui ont été justement récompensées par son but rageur en fin de première mi-temps, et alors qu'il a été frustré d'un penalty qui me semble évident en deuxième période, quelles que soient les lois du jeu invoquées. Tous les autres joueurs, pour moi, ne peuvent pas être des tops, tant il y a une différence qualitative entre leurs prestations, souvent bonnes en première mi-temps, mais le plus souvent aussi insuffisantes en deuxième. Merci. À toi, Olivier. Basto. Moi, je mets Neymar. Hein. Il nous fait la totale en première mi-temps. Il est totalement intenable, il est irrésistible dans ses dribbles, et c'est lui qui crée tous nos décalages quand on avait du mal à faire avancer le jeu. Par contre, quel dommage, mais c'est pas de sa faute que nos défauts collectifs l'obligent à perdre patience et à jouer aussi bas et donc à surjouer. Mais pour moi, c'est pas de sa faute. Quand tu te retrouves à 1 contre 5, quand la balle n'arrive pas, tu perds patience et ça laisse des regrets, quoi, de pas le voir utiliser à sa vraie place, c'est-à-dire un cran plus haut. On peut lui reprocher sa deuxième mi-temps, mais pour moi, on peut pas lui reprocher de devoir tout faire. Il peut pas faire le rôle du milieu et remonter 40 mètres tout seul, balle au pied. J'ai mis Buffon, évidemment, qui fait cet arrêt réflexe magnifique. Sur la claquette, qui n'est pas forcément un arrêt difficile, mais ce qui est intéressant à voir, c'est tout son jeu de jambes avant le petit pas de jambes et les petits pas en arrière qui fait qu'il rend
il rend son arrêt facile et puis j'ai l'impression, comme l'a dit Dreyas tout à l'heure dans le GME, que c'était lui le capitaine, quoi. C'est lui qui remonte ses coéquipiers quand on est sous pression, qui les engueule et puis qui fait les choses décisives pour nous, voilà, pour qu'on revienne. Et j'ai mis Draxler, plus que sa prestation, qui est satisfaisante sans être non plus bluffante. Je veux souligner les perspectives en fait qu'il peut apporter à ce poste. Donc on a dit le compte pressing. Mais j'ai bien aimé, comme je l'ai dit tout à l'heure, responsabiliser ces décès par séquence en leur ouvrant des lignes de passe. Quoi, là. Ne pas toujours venir les aider, essayer de leur dire maintenant prenez vos marques. Verratti le fait plus, comme il en a marre, mais lui il le fait plus. Il faut qu'il y ait quelqu'un, on s'en sortira que comme ça. Si on ne responsabilise pas nos joueurs, on n'y arrivera jamais. Et voilà, même si elles n'ont pas été exploitées ces lignes, c'est pas grave, on n'y arrivera que comme ça. Après on peut le critiquer Draxler, mais il avait deux choix à partir de ce moment-là. Soit il reculait, ce qu'il a fait, mais du coup il est obligé, puisqu'il ne peut pas se cloner et se démultiplier, il est obligé de jouer latéralement puisqu'il n'est plus au milieu. Et soit il ne reculait pas, et on l'aurait traité de joueur qui participe au déséquilibre et qui est fantôme car les passes ne seraient pas arrivées par lui. Et d'ailleurs, ça c'est un truc que j'ai remarqué, on parlait beaucoup du non-volume de Draxler, à juste titre, mais depuis qu'il est passé 6, c'est le joueur qui touche le plus de ballons, et celui qui a pris sa place en 8-10, c'est Di Maria. Di Maria, dont on disait qu'il avait un gros volume, depuis qu'il a pris la place de Draxler, c'est 50 ballons seulement contre Lille et seulement 38 hier. Donc le problème de volume, c'est déplacer de Draxler à Di Maria, preuve que c'était plus un problème d'équipe que de joueur. Merci à toi, Basto. Dreyas, à toi de jouer. Neymar, et j'ai du mal à comprendre comment Olivier ne peut ne pas le mettre. Pour moi, la différence de niveau entre la deuxième mi-temps et la première mi-temps, elle est tout sauf flagrante. C'est plus l'équipe qui n'est pas là, et on a un joueur qui essaye encore, et il s'appelle Neymar. Enfin, pour moi, il est tout en haut et il est au-dessus. Alors après, au-dessus, non, parce qu'il y a un Buffon qui est dantesque, mais déjà cité. Moi, plus que Draxler, j'ai envie de mettre en avant le milieu. Je sais que Marco Verratti est critiquable, sans doute, mais j'ai vu des choses bien, j'ai vu des choses encourageantes sur cette première mi-temps, j'ai vu un bloc, et je trouve que le milieu, contrairement aux idées reçues, fait le taf. Et enfin, j'avais envie de mettre en avant un défenseur parmi les trois, qui était Kerrer, qui pour moi a été celui qui a été le plus consistant. Voilà. Merci à toi, Dreyas. On va passer au flop, mes amis, les joueurs que vous n'avez pas aimés cette fois-ci. Basto, à toi de jouer. Évidemment, en 1, je suis très énervé contre nos défenseurs centraux pour les raisons que j'ai pu développer tout à l'heure. Pour moi, on est peut-être les pires dans le domaine de la relance des décès dans le top 15-20 européen. Quand je vois Donetsk jouer, quand je vois Porto jouer, ils font 5 fois plus dans ce domaine. Mais réellement, mais même Lyon fait plus que nous dans ce domaine. Et ça casse tout le jeu de position. Et ça déséquilibre toute la structure, pas dans la phase défensive, mais plus dans les transitions offensives. Donc pour moi, c'est un énorme fléau dont je ne vois pas comment on peut vraiment régler sans recrue. Bon, il y a Kerrer qui a tenté un minimum, il y a Kimpembe qui en 20 minutes fait plus que les autres en 90. C'est assez simple, sa première relance, Kimpembe, il arrive, il efface 3 lignes, une passe après avoir effacé balle au pied les 2 premiers rideaux de pressing. Sur une action, il fait plus que tous nos autres sur 90 minutes. Un petit mot sur Silva. J'ai pas envie de parler de sa bourde, moi personnellement, puisque c'est pas ce que je trouve le plus important. Je veux pas le dissocier non plus de nos autres décès dans le domaine de la relance, parce que pour moi il ne fait ni mieux ni pire que les autres. Mais où j'ai un souci, c'est quand on nous le vend comme le meilleur décès du monde et comme capitaine irréprochable. Dans ce cas, j'attends qu'il se comporte comme tel et donc qu'il fasse plus que les autres. Et le problème, c'est qu'en tant que capitaine, il n'arrive jamais à remonter le bloc quand on est sous pression, parce qu'il est participant au manque d'initiative de tous les décès. Et voilà, quoi. Prends ton rôle de capitaine, fais du Godin, prends la balle, remonte la balle sur 20 mètres, balle au pied, pour montrer l'exemple, pour essayer de remonter le bloc. Et ça, il le fait jamais. Et je conclue là-dessus. J'espère que Silva sorte un jour sa cape et ses épées, tel capitaine fracasse de notre cher Théophile Gautier. Mais malheureusement, pour le moment, il reste et demeure capitaine tracas. En autre flop, j'ai mis Di Maria. C'est pas que de sa faute. Il a d'abord, en première mi-temps, été utile par son positionnement entre les lignes et son aide au contre-pressing. Par contre, sur le peu de ballons qu'il a joué, il a fait aucune différence, vraiment aucune différence. Après, c'est une victime du repositionnement de Draxler en 6, je pense, j'ai l'impression.
Et un troisième flop qui sera Marquinhos, qui défensivement a été bon, mais techniquement c'est plus possible. Ça fait sur les derniers matchs de Ligue des Champions, il n'a pas fait un seul match vraiment convaincant. Là hier dans la relance, c'était assez risible, hein, que ce soit entre les retours en arrière, les 6 touches de balle à chaque fois qu'il l'avait dans les pieds ou les ouvertures en touche. Il y a un juste milieu à trouver. Il peut pas être aussi faible techniquement. Merci à toi, Basto. Drayas. Ben, moi, déjà, j'ai envie de mettre Mbappé. J'en parlerai peut-être un peu plus tout à l'heure, mais bon, il y a un moment, il faut qu'il sorte du schéma du Glorified de tout droit, qui serait le meilleur Glorified tout droit du monde. Il a des capacités pour faire plus, mais il a besoin de se remettre en cause et de remettre 100 fois le métier sur son ouvrage, ou je sais plus c'est quoi l'expression. Après, pareil, il y avait Di Maria, j'avais les ailes, et puis j'ai la défense d'un point de vue global, pas pour les mêmes raisons qu'Amine Basto, j'ai rien à ajouter par rapport à ce qu'il a dit, quoi. Olivier. Bon, moi, j'ai moins envie de pointer des individualités que le collectif. Et autant je l'ai trouvé bon en première mi-temps, autant pour moi, il est un flop global en deuxième parce qu'il a laissé la structure exploser sous la pression napolitaine, alors qu'il y avait sûrement moyen de tenir la baraque mieux que ça. Il y a eu un moment où il y a eu plus de son, plus d'image. Donc pour moi, tous et chacun sont responsables par manque de lucidité, de cohésion, d'engagement. Bon, je continue à espérer parce que je crois à cette structure. Je continue à croire qu'il est possible d'améliorer quelque chose qui vient de se mettre en place. Mais je doute avec un certain nombre d'éléments qui sont présents dans l'équipe et d'éléments qui manquent que le travail soit facile à réaliser. Alors sinon, s'il faut pointer du doigt plus particulièrement certains, bah Silva bien sûr parce que il peut pas faire une erreur comme ça, même si une erreur est toujours possible et elle est subie pendant une phase où l'équipe est dominée et pressée. Bon, Meunier, mais là aussi je lui trouve des circonstances atténuantes parce que je déplore que le jeu n'ait pas été assez amené sur les côtés, en particulier du côté droit où il aurait pu apporter sa variété parce qu'il a eu des initiatives, même si elles n'ont pas toujours été dangereuses. Di Maria parce que je trouve qu'il est actuellement sacrifié par une position bâtarde dans laquelle il ne peut pas exprimer ses qualités, il erre un petit peu sans trouver sa place, et comme en plus il continue à avoir son déchet habituel, là ça devient très difficile. Mais je peux pas, enfin, bien sûr j'accepte la divergence d'opinion, mais qu'on trouve des excuses à Neymar pour sa deuxième mi-temps, même si sa première a été extraordinaire, en deuxième mi-temps on a revu le mauvais visage de Neymar, c'est-à-dire le joueur qui veut tout faire, qui s'enferme dans des choix individuels, qui commence à s'agacer parce qu'on siffle pas des fautes sur lui, parce qu'il y a des adversaires qui l'accrochent, et qui sort totalement de son match. Il prend un carton jaune absolument stupide, par énervement et agacement. Moi c'est pas le Neymar que j'ai envie de voir, c'est le Neymar qu'on a un peu trop subi l'année dernière et qui, je trouve, avait su corriger ces défauts-là, qu'il nous redonne le Neymar de la première mi-temps, c'est là où il est bon, c'est là où on en a besoin pour l'équipe, mais qui sort de cette prestation de Solis frustré dans laquelle il a perdu 27 ballons en deuxième mi-temps. Bon, c'est pas acceptable, c'est pas acceptable. Enfin, c'est pas le joueur qui veut tout faire en deuxième mi-temps. C'est le joueur qui n'a juste aucun autre choix. Mais si, bien sûr qu'il a un autre choix, évidemment. Ben, bien sûr que non. Quand t'es seul devant, que t'as toute l'équipe qui est derrière. Enfin, pour moi, c'est trop simpliste de résumer la faillite offensive. Enfin, tu nommes Neymar, mais tu nommes pas Mbappé qui fait un match qui. Enfin bon, ça me dépasse. Pour moi, je suis plus de l'avis de Dallas. Maintenant, il peut faire mieux Neymar, mais c'est surtout qu'en fait, il s'impatiente. La balle lui arrive plus dans les pieds, il en a ras-le-bol. Donc deux fois, il va oublier des mecs, il va surjouer. Mais on l'oblige à surjouer. Il en peut plus. Il n'y a pas sa balle. Quand il est obligé d'être 6, il est obligé de faire le travail pour 4. C'est plus possible au bout d'un moment. Mais il y a un moment, il faut savoir jouer pour le collectif. Il y a un moment, il faut savoir aussi ne pas être simplement un joueur offensif. 90 minutes, compenser les milieux qui devaient compenser les décès. Ah non, mais les décès n'ont rien à voir avec Neymar, faut arrêter, quoi, là. On sera pas d'accord. Je peux dire un petit mot sur Verratti, Jimmy ? Non. S'il te plaît. Non, parce que c'est. Après, moi, j'ai mal au cœur après. je veux
te retrouver suicidé. Si, vas-y, allez, vas-y. C'est pas tant pour son match, même si je pense. D'ailleurs, je pense que sa consigne de rester assez safe devant la défense est une consigne du coach parce que Neymar perd déjà justement beaucoup de ballons dans notre camp avec le déchet induit par notre manque de structure. Et Tourelle parle d'ailleurs qu'il ne faut pas redonner de transition à l'adversaire sur des pertes de balles. Donc ça, je pense que c'est une consigne. Maintenant, ça n'excuse pas que physiquement, il n'a pas l'air, il n'est pas prêt pendant 90 minutes encore, quoi. Donc voilà, il a le droit de sortir picoler jusqu'à 3h du mat, mais qu'il réponde physiquement. Je sais qu'il a eu la pubalgie et tout, mais physiquement, ça fait quoi? Ça fait 3-4 ans qu'il soit il finit des crampes à la 60e, soit qu'il lâche en cours de match. Il y a un souci dans ce domaine. J'ai juste envie de dire un mot pour le défendre. Oui, c'est vrai, mais en même temps, ça va mieux. C'est-à-dire que, faut se souvenir d'il y a un mois où était Marco Verratti. C'est vrai, oui, il pouvait pas enchaîner de matchs. Ça va mieux. C'est petit à petit, ça progresse. Il faut être un peu patient. De toute façon, on n'a pas le choix. Et remplacer un Marco Verratti, c'est complètement illusoire. Donc, de toute façon, il n'y aura pas ne serait-ce que l'ombre d'une solution avant c'était voir l'été d'après. Et faut être patient parce que potentiellement, il est quand même vraiment en progrès depuis 2-3 semaines. Il y a du mieux. Et il peut enchaîner les matchs. On voit des choses qu'on ne voyait plus avant. Merci. Donc c'est pas encore le Marco Verratti qu'on aimerait voir, mais il y a du mieux. Dreyas, tu recevras ton chèque par la poste 5 jours ouvrés, t'inquiète pas. Et comme toujours, derrière le chèque, tu mets le pistolet avec lequel je dois tuer Basto, c'est ça? T'inquiète. Ok. Bon, mes amis, on va... de fraudeur, vous prenez sur les comptes du club Paname. Je vais vous dénoncer à Football League, moi. Bon, mes amis, on va parler bien. On va parler, on a vu ces matchs-là, on en est à 4 matchs de Ligue des Champions. Le laboratoire de Thomas Tuchel, il continue. On n'a joué aucun match avec la même composition. On voit qu'on commence à trouver un peu nos marques, mais si on vient de faire Lille et Naples avec la même composition. Oui, je parle en Ligue des Champions. Je crois on n'a fait aucun match de Ligue des Champions avec la même composition. Okay. Alors, on voit que oui, hier c'était plus stable. On a subi 15 minutes, mais c'est moins que ce qu'on a subi au match aller contre Naples. Mais quand même, le style de jeu du PSG, son identité de jeu, actuellement, c'est si tu as le ballon, tu envoies à Neymar et Inch'Allah, il arrive à dribbler tout le monde. Là, actuellement, l'identité du jeu du PSG, c'est ça. Donc, on joue peut-être de manière trop axiale, mais Neymar, soit il est obligé de redescendre trop bas, il en fait trop, mais est-ce qu'il a le choix de faire autre chose? Il y a les mecs qui le regardent, il n'y a aucun mouvement, ils le regardent en mode ok, vas-y, fais des trucs. Et il a failli, une des premières actions, c'est lui qui a failli quand même dribbler toute l'équipe de Naples. Mais est-ce que... Là, aujourd'hui, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que doit changer Tourelle pour faire encore progresser l'équipe? Parce que si on a trouvé une solidité défensive, encore que, au niveau de l'attaque, ça ne marche pas. On a eu quoi? 2 occasions à tout péter. Le PSG, hier, c'est 0,8 de expected goals. Naples, c'est 1,16. On est en dessous. Il faut que ça change, les mecs. Dreyas, rassure-moi. Déjà, je partage que partiellement ta lecture sur la première mi-temps, mais dans l'ensemble, je vois ce que tu veux dire. Maintenant, pour moi, l'équilibre du milieu est partiellement trouvé. Ce que je veux dire par partiellement, c'est-à-dire qu'il n'est pas idéal, mais je pense qu'on ne pourra pas faire mieux que ce qu'on a trouvé pour l'instant. Et donc, il faut s'occuper d'autre chose. Pour moi, le premier chantier, c'est de changer de capitaine. C'est le premier pas à faire, c'est le pas qui est relativement simple à faire, qui est à faire maintenant. Thiago Silva est un bon joueur, mais clairement, ce n'est pas un meneur d'hommes, ce n'est pas un exemple pour les autres. Il est temps de déplacer le curseur, d'utiliser Thiago Silva en tant que joueur, mais d'arrêter d'en faire un capitaine parce qu'il a juste pas les épaules pour, il n'a pas la personnalité pour, il n'est pas compatible avec ce rôle-là. Donc ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose, c'est à faire travailler sur les défensifs pour avoir une meilleure gestion de la prise de risque. Ce que je veux dire par une meilleure gestion de la prise de risque, c'est passer de pas de prise de risque du tout à une gestion de la prise de risque. Pour l'instant, on n'a aucune gestion de la prise de risque, il n'y a pas de problème de déséquilibre qui sont induits par le fait qu'un défensif monterait, parce qu'aucun des défensifs monte, aucun des défensifs ne vient aider le milieu, aucun des défensifs permet au milieu de rester un peu plus devant, et on a tous les déséquilibres dont on a parlé depuis quasiment 1 heure. Je ne vais pas revenir sur le fait de subir un temps fort, c'est standard pendant 5 minutes, mais pas pendant un quart d'heure, j'en ai plus que parlé. Et pour moi, le dernier chantier, c'est de faire comprendre à Kylian ce que je disais tout à l'heure, mais là je vais le répéter. Que même s'il va peut-être avoir le ballon d'or, il a encore énormément de travail à faire, parce que là il devient de plus en plus un glorified tout droit.
C'est vrai. Il est corrosif, le Darius. Ouais, c'est vrai, ça fait mal. Même moi, je me suis pris un KO là. Olivier, rassure-moi là, Thomas Tuchel, il a des idées. Écoute, je sais pas trop quoi dire après ça. Moi, je pense que Tourelle a déjà changé l'essentiel. Et on ne peut pas ne pas noter un net progrès dans la cohérence de la structure depuis Liverpool et la réception de Naples. Le 3-4-3 compact et impliqué collectivement à la récupération donne une vraie cohérence à l'ensemble. Mais effectivement, surtout défensivement. Et dès lors que la pression adverse n'est pas trop intense. On l'a vu à Lille où ça a parfaitement fonctionné. Mais Lille n'a exercé aucune pression sur le milieu de terrain. Ça n'a pas résisté à la révolte napolitaine du début de la deuxième mi-temps, ou les manques de l'effectif et les craintes qu'on pouvait avoir par rapport à la facilité entrevue à Lille sont pour moi réapparus. Le milieu est léger, mentalement et au combat. Verratti n'est pas un leader, il ne l'a jamais été, il ne le sera pas. Draxler n'est pas numéro 6, c'est pas de sa faute, il n'a pas été formé pour ça. Il nous manque un élément fort mentalement et techniquement qui possède les fondamentaux du rôle. Malheureusement, il n'existe pas dans cet effectif qui a été décapité par les mercatos successifs. Alors qu'est-ce que je pourrais souhaiter pour densifier et donner plus de cohérence et de force à ce milieu? Moi, je testerai à nouveau Rabiot à la place de Draxler parce que Rabiot n'a jamais encore joué dans ce système-là. Mais est-il encore toujours concerné par le projet depuis sa mise à l'écart? Ça reste. Il a joué contre Naples en seconde mi-temps. Est-ce que je peux terminer mon intervention, s'il te plaît? Voilà. Mais est-il toujours concerné par le projet actuellement depuis sa mise à l'écart? Rien n'est moins sûr. Alors, le vrai problème, c'est l'animation offensive. Et actuellement, elle repose encore et toujours sur les seules qualités initiatives individuelles de Neymar et Mbappé, qui sont brillantes quand tout va bien, mais qui peuvent devenir inefficaces quand les deux joueurs retombent dans un individualisme stérile qui est malheureusement le revers de leur grande qualité par ailleurs. Quand ils ne sortent pas de match par frustration si les événements leur sont contraires, et on peut rappeler qu'ils ont encore pris un carton jaune chacun dans cette rencontre, à chaque fois pour des actions où c'était pas justifié. Alors, la solution n'est-elle pas de les laisser tous les deux libres devant en densifiant le milieu pour mieux tenir la structure? Ça impliquerait de se passer de Di Maria et de Cavani pour jouer dans un 3-5-2 lorsque l'adversaire est un top européen. Avec qui comme troisième milieu? Pour moi, Rabiot s'il est toujours concerné, mais on pourrait aussi essayer Kerrer, qui est un peu le polyvalent comme il l'a montré hier en passant avec bonheur de la position de stopper droit en replacement de Meunier en piston du côté droit. Mais une fois de plus, on est bien obligé d'en prendre conscience, d'en avoir conscience, tout cela ressemble à du bricolage auquel malheureusement Tourelle est contraint cette année par un effectif totalement déséquilibré et où il n'a pas les solutions pour faire bien, mais pour essayer de faire au mieux et de trouver le meilleur compromis pour combler toutes les insuffisances auxquelles on est obligé de constater. Merci à toi, Olivier. Basto, est-ce que tu es d'accord avec Olivier? Je suis d'accord avec la première intervention de son argumentaire sur le reste. Donc je pense comme lui que Tourelle a fait des gros progrès assez rapides pour qu'on ait une structure qui soit assez cohérente. C'était avec nos joueurs en place, je pense qu'il a fait quand même pas mal de bonnes choses en l'espace de 3 mois. Maintenant, pour améliorer cela, j'ai l'impression qu'on est un peu arrivé déjà à terme de ce qu'on peut améliorer. Donc l'amélioration à court terme va être très compliquée. C'est pour ça que je vais séparer en court-termisme, en moyen-termisme et en long-termisme. Donc la défense à 3 maintenant semble s'imposer dans le temps. Ça semble être l'idée de Tourelle. Et du coup, je pense que notre marge de progression, elle est en priorité là, elle est plus au milieu. Donc à court terme, c'est-à-dire le match de Liverpool dans 3 semaines, je pense qu'il faut mettre Kerrer, Kimpembe directement titulaire. C'est les deux seuls qui tentent de temps en temps des choses avec la balle. Et le troisième, tu choisis entre Silva et Marquis, peu importe. Ils ont les mêmes qualités, mêmes défauts en ce moment. À moyen terme, je crois grandement en Daniel Alves en défenseur central axe droit. Il l'avait fait à Dortmund avec son latéral droit qui était Piszczek. Voilà, on n'a pas d'essai de formation qui arrive à faire avancer la balle, et tu en formes un autre. Je pense qu'Alves peut être à l'aise dans ce système, ou au pire, pourquoi pas Alves milieu aussi, mais
Il y a quelque chose à faire avec Havels. Et puis à long terme, évidemment, absolument recruter un défenseur central qui adore dans la relance, mais ça, ce sera l'été prochain. Au milieu, à court terme, je ne change pas ce duo qui, pour moi, a montré qu'il était le plus efficace actuellement, donc Draxler-Verratti. À court terme, j'attends pas grand-chose de mieux de ce qu'ils font actuellement. À moyen terme, j'attends qu'ils arrêtent de soulager nos décès pour les forcer à prendre des initiatives. Et à long terme, tu veux que Matuidi revienne? Et à long terme, je veux un joueur tout-terrain, profil Arthur, Modric, Rakitic, Pogba ou Fred, tu vois. Matuidi. Tu vois, dans la même chose. Non, on est très loin. Très loin. Mais c'était Fred qui était à prendre. Qu'est-ce qu'il allait foutre à United? Je sais pas. Mais d'ailleurs, Basto, j'ai une question à te poser. Ouais. Imagine, je tue Draxler et je t'oblige à mettre un des deux. Tu préfères Rabiot ou Matuidi dans le double pivot? Rabiot. Allez, va mourir. Et quant à l'attaque, et c'est là où je suis le plus en désaccord avec Olivier, pour moi, c'est le domaine où il y a le moins de choses à changer. Hein. Si on règle tous les défauts derrière puis au milieu, Neymar sera plus haut et ce sera beaucoup mieux pour lui comme pour nous tous. Il y a quand même des choses à faire comprendre à Kylian Mbappé, quoi. En neuf, il est quand même beaucoup mieux. Il est décisif quasiment tous les matchs. Il a plus ce problème de structure dans le repli quand il est sur la droite. Et lui aussi, et le problème c'est que lui aussi est gêné par le fait que Neymar joue très bas et du coup il reçoit moins de ballons. Mais dans les ballons qu'il a reçus dans la profondeur, il a quand même fait des différences, ne serait-ce que sur le but d'ailleurs. C'est vrai, mais il vendange quand même. Hein. Oui, il vendange. Il est quand même décisif 17 fois sur nos 18 derniers matchs de Ligue des Champions. Sauf qu'à chaque fois qu'il est décisif en Ligue des Champions, on ne gagne pas le match. Enfin, sur ces 18 derniers matchs de Ligue des Champions. Parce qu'il y a Monaco avec. C'est vrai. Bah après, on gagne peu de matchs contre les gros en même temps. Donc. C'est vrai. Mes amis, quelque chose à rajouter? Non, pas moi, c'est bon. Un petit prono pour Monaco, moi je suis chaud là. Allez, vas-y. Allez, Monaco, ils sont au fond du trou, les pauvres. Ça va être quoi? 3-0 à Louis II. Ah, c'est vrai, ça va être un peu bizarre comme match. Ouais. Le pauvre Monégasque, Thierry Henry, il a joué que des brels et il se prend des branlés. Là, il se retrouve contre Paris. Ça va être compliqué pour lui. Ah, ouais. Il y a le facteur match après un match de Ligue des Champions où tu as ressenti de la frustration pendant le match, donc tu auras envie. Donc l'équipe de Paris aura envie de faire mal. Enfin, à limite, 3-0, ça me paraît gentil pour Monaco, quoi. Et je verrais presque plus un 5-0, quoi. Oh, bah d'accord, Olivier? Non, j'ai aucun pronostic pour ce match. Je sais pas ce qui peut se passer. D'accord, très bien. Bon, bah mes amis, c'était un podcast court mais intense. J'espère que vous serez entendus. Moi, je prie pour cela. D'ailleurs, je ne comprends pas que Basto soit pas adjoint de Tuchel. Qu'est-ce qui s'est passé? Au moins, j'ai le talent, c'est sûr. J'ai pas la vanne qui est prête, mais là, il y a 10 000 vannes à faire. Enfin, c'est Tourelle mon adjoint sur Football Manager 2018. C'est dangereux de rentrer sur ce terrain-là, quoi. Mes amis, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je vous remercie d'être toujours fidèles, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui présente. Allez voir le clubpanam.fr. Toujours de grands articles. On a les notes du match pour avoir un peu d'écrit si vous préférez l'écrit à l'oral. Mais si vous nous avez écoutés jusque-là, ça veut dire que vous appréciez. Je vous remercie, messieurs, mes analystes de qualité. Je vous dis bonsoir. Et Jimmy, prochain podcast, tu deviens consultant. Hein. C'est vrai, je vais commencer à... Je stresse. Prépare-toi. Là, je stresse. J'ai des gouttes de sueur qui tombent. C'est nous qui stressons plus que toi, je pense. C'est vrai, c'est possible. Mes amis, bonne soirée. Basto, bonsoir. Bonsoir à tous. Olivier, bonsoir. Bonsoir. Et Drayas, bonsoir. Bonsoir Jimmy, bonsoir tout le monde. Bisous.